Nous reprenons. Valérie, présidente de l'association AP 1091, dans le 91, donc l'Essonne, à côté de Paris. Et tu vas animer cette table ronde qui est bourrée de témoignages de jeunes concernés, de mamans. Et voilà, tu vas nous faire un tour d'horizon avant qu'on parte déjeuner. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc ravie d'être là aujourd'hui, une fois de plus. C'est vrai que 19e journée, ça commence à compter. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de laisser la parole aux personnes qui sont directement concernées par les troubles ou leurs parents. Alors je vais commencer rapidement avec... on a déjà pas mal de retard, donc je vais peut-être limiter mon discours, surtout que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce qu'il faut, c'est vraiment écouter les témoignages. Donc, si vous êtes prêts, ravi de vous accueillir. Alors, normalement, il y a une personne en plus qui n'est pas là aujourd'hui, qui est malheureusement pour des raisons de santé n'a pas pu venir, mais elle nous a fait un enregistrement, donc on vous le passera à la fin de cette table ronde. Alors, on va démarrer là, ce matin, avec Alexandre et Maxime. Et puis, leur grande sœur, Émilie, est quelque part dans la salle. Je ne sais pas où tu es. Voilà, elle est là. Émilie n'est jamais très loin de ses deux frères. Donc, on va démarrer avec deux jeunes qui ont créé, avec leur grande sœur, Émilie, une association qui s'appelle Tip Top. Alors, on va commencer déjà par Alexandre, si tu veux bien prendre la parole. Je crois qu'on avait dit que ce serait toi qui démarrerais. Alors... Alexandre, est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot sur nous présenter votre association assez rapidement, mais nous dire ce que vous y faites et pourquoi vous avez créé cette association? Alors, tout d'abord, l'association, on l'a fondée, comme vous venez de le dire, avec ma grande sœur Émilie qui est dans le public. Et l'association, elle a pour but de sensibiliser les professeurs et les élèves autour des troubles 10. Donc, pour ce faire, on va intervenir dans les établissements scolaires de la petite enfance jusqu'au supérieur, donc faculté, lycée, prépa. Et on va aussi faire de la vulgarisation, notamment sur les réseaux sociaux, avec une petite émission que Maxime anime, qui s'appelle Excusez-moi, j'ai oublié le nom. À 3 questions pour 1 minute. Donc il va interviewer des personnalités des réseaux, notamment des professeurs sur les réseaux, et leur poser 3 questions en 1 minute, où ils vont répondre assez brièvement, puisqu'ils n'ont qu'1 minute. Bon, merci. Alors maintenant, on va passer au défi, le tien en particulier. Alors, est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement, dire un petit peu qui tu es, et puis ensuite, on déroulera d'autres questions. Alors, pour me présenter, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans, je suis actuellement en prépa ECG, donc une filière commerciale. J'ai comme trouble une dysorthographie et une dysgraphie. Et donc, j'ai oublié la question. Te présenter, mais peut-être que tu n'as pas envie d'aller plus loin dans la présentation. Tu vas peut-être nous dire d'autres choses après. Est-ce que tu peux nous parler de si tu as des passions, des loisirs, je ne sais pas. Si tu as envie d'en parler, tu n'es pas obligé non plus. J'aime beaucoup tout ce qui va être vidéo, tout ce qui va toucher à la création, notamment la musique, la vidéo, donc le montage, et aussi dans l'ensemble musique, vidéo, création et montage, et le sport aussi beaucoup. Que tu peux mettre en pratique du coup avec votre site TipTop, votre association. Ok, et alors du coup, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont tes troubles? Donc, il me semble l'avoir déjà dit, mais j'ai une dysorthographie et une dysgraphie. Ah, pardon. Je suis pas attentive en fait. Trouble de l'attention, moi aussi, sans doute. Alors, quelles sont les principales difficultés qui te pénalisent au quotidien? Alors que ce soit à l'école ou à la maison, mais peut-être plus. Alors, ce qui va principalement me pénaliser, c'est tout ce qui va toucher à mes troubles, donc dysorthographie, dysgraphie. Donc, l'écriture. J'ai choisi une filière où il faut beaucoup écrire. Donc, c'est pas le choix le plus judicieux, mais on fait, je fais avec et j'essaye d'améliorer ma qualité d'écriture, ma vitesse. Et donc, pour ce faire, je passe par l'ordinateur. J'ai aussi le tiers-temps qui m'aide à combler un peu mes lacunes. Mais j'essaie de m'entraîner tout de même
j'essaye de toujours pratiquer l'écriture manuscrite pour ne pas perdre la vitesse ni la qualité de mon écriture. Et après, c'est principalement sur l'ordinateur que je travaille. Ok, bah c'est bien, tu as anticipé sur la question que j'allais te poser, donc merci. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire quel est ton défi pour cette année, sachant que tu as changé de filière, comme tu viens de nous le dire, et qu'il y a des enjeux aussi liés à notamment la production écrite, la transcription. Est-ce que tu peux nous préciser quel serait ton défi pour cette année? Alors mon défi serait d'améliorer mon expression écrite et de pouvoir la travailler de manière à pouvoir m'exprimer comme je m'exprimerais à l'oral, mais à l'écrit, dans le sens où dans mon parcours scolaire, j'ai souvent été interrogé à l'oral sur mes questions de cours. Donc c'est toujours plus facile de s'exprimer et de parler d'un sujet quand on a un tableau et qu'on peut s'exprimer à l'oral et présenter notre travail en pouvant argumenter directement face à la personne, que de le faire à l'écrit où j'ai tendance à plus facilement m'emmêler et à ne pas réussir à discerner toute mon argumentation. Et donc travailler mon expression écrite pour l'améliorer. Et là, dans le cadre de ta formation, il y a un référent handicap. Non, il n'y a pas vraiment de... Tu as quelqu'un qui peut t'accompagner éventuellement, à qui tu peux te confier. Non, il ne se passe rien, c'est ça? C'est le vide intersidéral. Là, il n'y a pas de solution. Les solutions, c'est avec tu te débrouilles tout seul. PAP. Tu te débrouilles tout seul, c'est Oui. ça? Ok, super. Donc, ça, c'est un exemple intéressant d'une filière en tout cas d'un établissement qui n'a pas mis en place ce qu'il faut, alors, parce que normalement, on est censé avoir... Je ne vais pas dire que l'établissement... Non, donne pas le nom, mais on n'est pas là pour faire de la dénonciation, mais quand même. Okay. Je ne connais pas la personne qui est en charge. D'accord, tu la connais pas, mais elle te connaît pas non plus. Enfin, elle t'a pas identifié. Ok. Parce que normalement, les aménagements, c'est officiel. Enfin, c'est censé être officialisé. Bon, ok. Bon, c'était pas une question que j'avais prévu de te poser, mais en t'écoutant, je me dis que quand même, ça présente l'intérêt de la poser. Alors, donc, est-ce que tu as déjà commencé à mettre, puisque là, on est déjà à quelques semaines de la rentrée, est-ce que tu as déjà commencé à tester un peu la façon dont tu vas mettre en place ce défi? Est-ce que tu sens que déjà ça porte ses fruits ou ça paraît un défi difficile à mettre en place, enfin, ou en tous les cas un cap à franchir qui va être compliqué? Je travaille, donc je prends des sujets et au lieu de m'entraîner juste à essayer de réciter mon cours et sortir un maximum d'argumentation, mais je passe par l'écrit et je redouble un peu d'efforts pour pouvoir améliorer mon expression écrite. Donc au lieu de juste faire un listing, mais je rédige pour pouvoir travailler et améliorer ma qualité d'écrit. Ok, bah merci pour ton témoignage. Écoute, on va maintenant peut-être laisser la parole à Alexandre. En tous les cas, bravo, parce que tu fais preuve quand même de recul, de maturité et de force intérieure là, qui laisse pantois. En tous les cas, nous, on te souhaite bon courage pour cette année et les enjeux que ça représente pour toi. Et Maxime, alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Maxime, j'ai 14 ans, j'aime la trotte, le basket et dessiner. Et voilà. Je suis en 4e. En 3e. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes troubles? Mes troubles, c'est que j'ai un TDAH, je suis dysgraphique, dysorthographique et je sais plus. Dysphasique? Et dysphasique. Voilà, ok. Et quelles sont tes principales difficultés, enfin celles dont tu auras envie de parler, de partager avec nous? C'est que... Celles qui te gênent le plus? C'est l'écrit et un peu l'oral, un peu. D'accord. Et quel serait du coup ton défi pour cette année? Mon défi pour cette année, ça serait que je m'exprime mieux à l'oral, que je fasse moins de fautes et que... Voilà. D'accord. Et là, à quelques semaines de la rentrée,
tu as déjà pu mettre en place des choses pour déjà commencer ton défi? Oui, comme Alexandra a parlé, comme je fais l'interview, trois questions pour 1 minute, Oui. ça m'aide à m'exprimer mieux à l'oral. C'est un super exercice. Hein. Oui. Et en plus, tu peux te revoir puisque c'est filmé. Alors, du coup, c'est génial. Et Okay. aussi de travailler seul et plus efficacement. D'accord, merci. Écoutez, je souhaiterais qu'on les applaudisse, parce que c'est pas évident de s'exprimer. Merci à tous les deux. Merci Tip Top. Merci Émilie qui filme là. Alors, maintenant, on va écouter Estelle. Alors, Estelle, c'est la maman de Charles, qui est lycéen et 10, et elle va nous faire part d'une expérience autour d'un aménagement qui est, somme toute, je pense, encore un peu méconnu, et qui pourtant a été très utile pour son fils dans le cadre du passage des premières épreuves du bac, cette année en classe de première. Et donc, il a fini par obtenir cet aménagement au prix d'efforts dont elle va aussi nous parler. Voilà. Estelle, je te laisse la parole. Si tu veux aller sur le... Non ? Eh bien, OK. Donc bonjour, donc moi je suis la maman de 4 garçons, donc il y en a 2 qui ont des troubles 10, et donc aujourd'hui je vais vous parler de Charles qui est en terminale et qui a passé l'année dernière donc son bac de français. Donc le profil de Charles, bon, il est multi-10, même si ça ne se dit pas, donc il a une dyslexie, une dyscalculie, une dysorthographie, et il a des troubles associés comme un trouble des fonctions exécutives. Donc ça se traduit comment au niveau de ses difficultés? Donc il a du mal à lire, écrire, d'être en situation de double tâche et aussi d'organiser son travail. Donc, il a besoin d'aménagement. Donc, un certain nombre ont été identifiés, puisque là, il a eu une certaine scolarité. Donc, il a droit pour les examens à un assistant qui l'aide à écrire et à lire, et aussi à reformuler les consignes. C'est très important. Il a aussi son ordinateur avec des logiciels de compensation. Et puis, je cherchais une aide qui puisse l'aider dans la planification, l'organisation, notamment sur le bac de français. Donc le défi de l'année dernière, parce que ce n'est pas celui de cette année, il y en aura un autre, ça sera le bac, mais l'année dernière en tout cas, c'était le bac de français, qui est une matière où clairement il avait des grosses difficultés. Donc au départ, j'ai fait quelques recherches sur le web, comme tout parent, pour savoir un peu ce qui existe. Je suis tombée sur un bulletin officiel que je vais vous afficher. Je ne sais pas où il faut... Ouais, non, c'est pas celle-là. Voilà, donc le bulletin officiel, donc dedans, il mentionne, c'est la première fois que j'ai entendu parler, les matrices cognitives, donc qui permettent d'étayer les fonctions exécutives. Donc là-dessus, j'ai fait quelques recherches et j'ai regardé évidemment, c'était le moment au mois de décembre, novembre-décembre, à remplir le formulaire d'aménagement. Donc ça ne faisait pas mention de ces matrices. Donc le formulaire, je ne sais pas si vous êtes familier, donc c'est un document qui fait 9 pages, qui est renseigné par la famille. Et vous avez une première colonne où les parents remplissent les aménagements. La deuxième, c'est les enseignants et l'équipe pédagogique qui valident. Et enfin, la maison des examens sur la troisième colonne autorise ou pas. Donc c'est très générique et c'est pour tous les handicaps. Donc il faut chercher un petit peu les aménagements qui peuvent être profitables à notre enfant. Donc là-dessus, je me suis dit, je vais ajouter une case. J'ai pris ce parti-là, d'ajouter une classe, et j'ai mis une case sur les matrices cognitives. Et puis j'ai après cherché, et j'ai vu que dans l'Académie de Grenoble, ils avaient un site internet intéressant où ils mettraient quelques exemples. Donc le formulaire est parti en décembre. Et là, comment vous dire, c'est le début du parcours un peu compliqué. Donc fin mars, donc, je reçois une réponse de la maison des examens. Dedans, il manque 3 aménagements qui sont importants pour mon fils, qui est les calculatrices, les sujets en format numérique. Ça pose problème quand on doit utiliser un ordinateur. Et puis les matrices d'accompagnement qui ont été refusées. Donc j'ai 2 mois pour faire un recours. Honnêtement, je n'en avais pas le courage au début. Mais bon, en discutant un peu dans l'association avec les parents et avec Valérie, je me suis dit que j'allais le faire. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un recours? Donc, c'est là où l'association est importante. Donc, j'ai mis des certificats médicaux,
les GEVASCO, les aménagements du brevet. J'ai remis une photo du bulletin officiel, des extraits du site web de l'Académie de Versailles mentionnant ces matrices, mais n'en disant pas plus. Et puis, je me suis rendu compte que la bouture que j'avais envoyée au mois de décembre sur les matrices était quelque chose de générique, mais pas adapté à mon fils. Donc, j'ai décidé d'en recréer moi-même et de les tester avec mon enfant. Et je me suis rendu compte qu'il avait à la fois des besoins en écrit, mais en oral. Donc, il a fallu que je me renseigne sur quelle était l'épreuve, qu'est-ce qu'on leur demandait, qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il fallait que je mette dans cette matrice. Donc, je les ai renvoyés. Et assez rapidement, les 2 aménagements manquants sur la calculatrice et le format numérique m'ont été accordés, mais toujours rien sur les matrices. Donc, à 1 mois de l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je me suis retournée vers l'association API 1091 qui a mis en place une procédure pour les recours. Donc, j'ai fait une demande auprès de la médiatrice de l'Éducation nationale, la défenseur des droits, même jusqu'au ministère. Et en parallèle, j'ai contacté le SIEC en direct, j'ai essayé d'avoir des contacts. J'ai vu avec le lycée, parce que le lycée ne connaissait pas du tout cette procédure. Mal, ils étaient ils étaient injoignables. Et puis, 1 semaine avant l'examen... puis j'ai su aussi que les matrices devaient être validées par des inspecteurs de l'Éducation nationale. Et donc, ça, nous, les parents, on n'a pas du tout emprise là-dessus. On doit passer par le lycée. Et le lycée, on est dépendant de leur volonté, quoi. Donc là, en l'occurrence, il fallait un peu plus les titiller pour que ça avance. Et en parallèle, je me suis dit que ça ne suffisait pas, donc j'ai aussi appelé le SIEC. Bon, 1 semaine avant l'examen, le retour est positif sur les demandes d'aménagement. Donc c'était une petite victoire déjà, une grosse victoire. Et puis, du coup, Charles a pu profiter de ces matrices lors des épreuves, donc, qui était le 13 juin. Donc, au final, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, en fait, la matrice, c'est juste une succession d'étapes. Donc, où l'enfant, ça lui permet... en fait, il a le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'il a du mal à démarrer. Donc là, ça lui met en confiance, ça le met au démarrage, il est moins anxieux et peut dérouler un peu ses idées. Et au lieu qu'elles soient disparates, il les organise. Et il déroule son exercice. Donc voilà, à titre d'exemple, il avait passé un bac blanc sans aménagement dans le cours de l'année. Il a eu 4 sur 20. Et puis là, à titre d'exemple, au résultat au bac, à l'écrit, il a eu 12 et à l'oral, il a eu 11, ce qui est énorme pour un enfant avec ce profil-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, dire que ça existe. Alors j'ai vu le nouveau formulaire des aménagements aux examens, il n'y est toujours pas, cette matrice n'existe pas, mais on peut le mettre, le rajouter, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, c'est quand même beaucoup de travail, mais nous, dans l'association, on partage, j'ai partagé ce que j'ai fait. Si chacun partage un peu ses idées, je pense que ça peut aider tout le monde. Et ce qu'il faut voir aussi, la deuxième chose que je voulais passer sur le défi, les informations, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner, pas hésiter à remplir, à rajouter des cases dans des formulaires qui n'existent pas, ne pas abandonner face à un refus, insister, même quand il ne reste qu'une semaine, c'est une semaine, faut y aller, se faire aider évidemment par les associations, en discuter avec les parents, parce que vraiment ça vaut le coup, et pour le candidat c'est beaucoup moins de stress, d'anxiété, les parents c'est assez chaud aussi, voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter et vraiment, voilà, je voulais partager un peu cette expérience de la matrice d'accompagnement, qui peut être pour tous les types. Voilà. Merci beaucoup Estelle. Qui non seulement a dû se battre, mais en plus a dû travailler aussi pour concevoir ces fameuses matrices dont elle vous a montré un extrait. Maintenant, on va passer à un autre sujet et à une autre personne, qui est Elisabeth. Alors Elisabeth, c'est la maman d'Honorine. Et à travers son témoignage, elle va effleurer 3 sujets, en particulier la formation professionnelle, mais aussi la question du maintien dans l'emploi, et je vais aller jusqu'à trouver un travail et le garder. Voilà.
Donc Elisabeth, est-ce que tu peux nous présenter Honorine et son parcours? Mais avant quand même, j'aimerais bien qu'on fasse un tout petit commentaire sur ce qui t'est arrivé l'été dernier, parce que tu as vécu quand même une sacrée expérience. Donc j'aimerais quand même qu'on en parle quelques instants, simplement que tu nous racontes ce qui s'est passé l'été dernier en particulier. Merci. Alors bonjour à tous. Donc c'est vrai que je suis la maman d'Honorine, elle est dans la salle, et donc elle est multi-10. Et l'année dernière, j'ai eu la chance, alors que je fais du sport en loisir, enfin je fais partie d'un club de triathlon, mais vraiment loisir. Donc j'ai été sélectionnée pour courir le marathon pour tous lors des Jeux Olympiques 2024. Et donc, ça a été une évidence de courir ce marathon pour la Fédération française des 10, pour expliquer être 10 ou avoir un enfant 10, c'est un véritable marathon. Voilà. Et donc, c'était une expérience incroyable. Voilà. Qui a été relayé dans la presse et on avait dû, sur les réseaux sur le site aussi, de la fédération, on avait relayé, je me souviens, cette expérience. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous parler d'Honorine? Parce que là aussi, c'est un marathon. Oui, de toute façon, ça l'est toujours peut-être un aussi. marathon, oui. Que ce soit dans la scolarité ou après dans le monde professionnel. Donc, Honorine, elle a 20 ans. C'est une grande sportive depuis toute petite, de la natation dès l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, elle est passée aussi au triathlon. Et puis également, dès l'âge de 13 ans, jeune sapeur-pompier volontaire. Et à 16 ans, elle a obtenu son brevet de sapeur-pompier volontaire. Voilà. Donc tout cela avec énormément d'efforts de sa part, mais sans rien lâcher, jamais. Elle a d'ailleurs remporté au niveau sportif, elle a été première du Grand Est, parce que nous on vient des Vosges. Elle a été première du Grand Est au 100 mètres vitesse, troisième au niveau national, au niveau France, pour les sapeurs-pompiers. Et donc ensuite, elle a obtenu son baccalauréat, un baccalauréat technologique STI 2D. Donc là, pareil, énormément d'efforts. Et puis aussi, pour la mise en place des aménagements, c'était très compliqué. On est allé jusqu'en cour d'appel, à la cour d'appel de Nancy. Et c'est là qu'on a gagné pour la reconnaissance de son handicap par rapport à la MDPH qui le refusait jusque-là. Donc, des années de scolarité perdues avec énormément de souffrance en classe, du harcèlement scolaire, etc. Voilà. Et donc, suite à tout cela, elle a souhaité faire une formation pour devenir maître nageur sauveteur, parce que je pense que vous l'aurez compris, elle a un profil, elle veut aider les autres, même si, parfois, il faudrait aussi qu'on l'aide un peu plus, mais voilà. Et donc, devenir maître nageur sauveteur en alternance. Donc là, elle avait trouvé une piscine à Saint-Dié-des-Vosges, là où on habite, donc parfait. En plus, il la connaissait depuis toute petite. Et puis, finalement, on a commencé à parler des aménagements à mettre en place. Donc, sur le lieu de travail. Excuse-moi, je t'interromps. Honorine a une RQTH, on est d'accord? Oui, elle venait juste de l'avoir. Voilà, c'est ça. Elle avait une RQTH et donc, il fallait enclencher l'aménagement de poste de travail. Et c'est là que les choses se gâtent. Et c'est là où tu vas nous raconter ce qui s'est passé après la visite chez le médecin du travail. Alors, voilà, exactement. Donc, en fait, là, donc elle avait son RQTH. Donc, il y avait des aménagements à mettre en place. Rien n'a été mis en place. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la visite chez le médecin du travail là, en fait, on confond avec... okay. Dans le monde vraiment professionnel, quand elle a décroché son diplôme et qu'elle a été vraiment il faut préciser. Mais, donc, en tout cas, là,
pendant sa période là en alternance, elle était en période d'essai et finalement l'employeur ne souhaitait pas s'embêter à mettre en place des aménagements. Et donc pendant la période d'essai, il a interrompu son contrat. Donc là, elle s'est retrouvée sans piscine, donc remise en cause complète de sa formation pour avoir son diplôme. Donc elle est partie dans le Var, elle a trouvé une piscine là-bas. Enfin bon, très, très compliqué, mais elle n'a jamais rien lâché. Et elle a obtenu son diplôme en alternance, donc son BPGEPS, activité aquatique et de natation. Et elle est devenue maître nageur sauveteur. Donc là, elle a trouvé un premier emploi, enfin là où elle faisait son alternance, une piscine municipale. Donc dans le Var, ils l'ont gardée. Avec plusieurs petits CDD d'1 mois, 2 mois, etc. Et puis, c'est vrai qu'elle a vu le médecin du travail au bout d'un moment, visite médicale, et là, il a demandé à mettre en place des aménagements, notamment des aménagements horaires, c'est-à-dire commencer tôt le matin et pas d'horaire tardif. Et là, ça y est, rien n'allait, ses collègues vont debout, etc., sous-entendu des privilèges, et puis l'employeur... du harcèlement aussi. Voilà, oui, exactement. Elle a eu des réflexions, enfin une incompréhension totale. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la mairie, parce que c'était une piscine municipale, finalement, la mairie a décidé, à la fin de son CDD qui était en cours, d'arrêter là. Et donc, suite à tout cela, après, elle est revenue dans les Vosges, donc il y a 1 an. Et là, même chose, piscine municipale. Là, c'était un CDD d'1 an. Et même chose, dès qu'elle a vu le médecin du travail, pareil, aménagement notamment horaire, et avec d'autres aménagements, faire des fiches, enfin des choses comme ça. Là, c'est pareil, les collègues vont debout par rapport à elle. Et puis, Madame la maire a arrêté son CDD, là, à la fin, là, ces jours-ci, ne l'a pas reconduit. Alors, pour revenir sur les aménagements de postes de travail qui sont quand même essentiels, c'est-à-dire qu'obtenir la RQTH, c'est bien, mais avoir un aménagement de poste de travail concret, ça, c'est quelque chose qui se prépare. Et c'est vrai que ce qui est dommage dans le parcours d'Honorine, c'est qu'elle n'ait pas eu cet accompagnement pour obtenir un poste de travail. Alors, ça ne suffira pas peut-être, mais n'empêche que dans les éléments qui vont être mis en place dans l'aménagement de poste, aurait pu être prévu, notamment de sensibiliser, de former les gens avec qui elle va travailler, la hiérarchie, la mairie, éventuellement le personnel de mairie. Enfin, voilà, il y a quand même un vrai travail de fond à faire qui n'a jamais été fait, à aucun moment, dans aucune des piscines où elle a été employée, si j'ai bien compris. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, c'est très, très long. Pourtant, elle est référencée à la mission locale, mais la mission locale renvoie sur Cap Emploi. Cap Emploi dit non, c'est pas nous le référent, enfin, etc. Ils se renvoient tous la balle. Donc, résultat, il n'y a pas eu de sensibilisation des équipes. Et puis, il y a eu seulement un ergothérapeute là, au mois d'août, là, il y a 1 mois, qui est intervenu et qui n'a pas terminé son travail. Et son emploi s'arrête. Et donc, là. le défi Ouais. Le défi. Alors, le défi, c'est qu'elle trouve un employeur qui pérennise son emploi, qui soit sensibilisé, et puis qu'elle puisse s'épanouir et qu'on... Enfin voilà, parce que pendant toutes ces périodes-là, on a été aidé par le défenseur des droits, mais à chaque fois, ce sont des procédures, etc. Et on souhaiterait vraiment là qu'elle trouve un emploi de maître nageur, alors qu'en plus c'est un métier sous tension. Mais oui, on en cherche. 5000. Enfin, je sais pas. Je pense que tous cet été, vous avez entendu parler des noyades multiples. Cette année, on a enregistré 429 noyades par rapport à 2024. On était à 220. Donc déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de prévention. Et actuellement, on a 20 000 maîtres nageurs sauveteurs qui sont recrutés en France. Et il nous en manque 5 000.
Donc, enfin voilà, on se dit, c'est ce qui est c'est hallucinant, quoi. effectivement paradoxal, et surtout que à un moment donné, même là dans les discussions avec Mission Locale, Cap Emploi, etc., c'était sous-entendu, ah mais non, même l'employeur en disant on est sur un métier avec des conséquences au niveau de la sécurité des clients de la piscine, sous-entendu elle est en situation de handicap. Et ça posait vraiment problème. Il ne fallait pas le dire qu'elle était en situation de handicap, que les clients soient au courant. Enfin, alors qu'elle a tous ses diplômes, et même surdiplômée en ayant son brevet de sapeur-pompier volontaire. Et j'entendais des choses comme ça en réunion. Et en plus, avec un niveau sportif plutôt hors norme. Oui, quoi. Enfin, ça va, elle se jette à l'eau sans problème. Quand même, il faut toujours en montrer plus quand on est 10. Il faut toujours être plus fort, plus. Voilà. Merci Elisabeth, merci à vous. Et merci Honorine aussi, et on espère qu'elle trouvera un emploi rapidement, voilà. Et merci en tous les cas pour déjà ces 2 mamans aussi qui soutiennent leurs enfants, qui sont toutes les 2 des combattantes, chacune à leur façon. Alors maintenant, on va écouter Sonia. Alors Sonia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne pouvait pas être présente, donc on va passer sa vidéo. Et donc Sonia, elle va vous parler de son expérience. Alors elle a décidé de parler, elle y tenait vraiment. Elle voulait vous parler aujourd'hui de sa passion. Sa passion, c'est le sport, pour un sport en particulier qu'elle pratique depuis l'âge de 8 ans. Elle va vous l'expliquer, et c'est la gymnastique rythmique. Voilà, et je vous demande s'il vous plaît de passer la vidéo. Bonjour Sonia. Alors, aujourd'hui, tu as accepté de parler dans le cadre de la Journée nationale des 10, de l'accès aux loisirs et en particulier de la passion que tu vis pour un sport. Et c'est ton défi que tu veux nous partager aujourd'hui. Alors, nous allons t'écouter. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Bonjour, j'ai 30 ans et j'ai été diagnostiquée dyspraxique à 26 ans, mais on a commencé à évoquer ce trouble quand j'avais 16 ans. Durant cette période, j'ai vu plusieurs professionnels de santé, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux, du coup ça a été compliqué. En plus, comme j'étais une bonne élève très calme et discrète, je suis passée entre les mailles d'un diagnostic, bien qu'ayant eu un suivi en psychomote à 11 ans durant 1 an et demi. Et tu bénéficies pour ton travail d'une RQTH, d'un aménagement de poste dans ton entreprise. Mais aujourd'hui, tu as choisi de nous faire part de tes loisirs, et en particulier d'un sport que tu pratiques depuis l'âge de 8 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord quel est ce sport, nous le présenter, et puis également nous dire quelle est cette passion, comment tu la vis? Alors, la gymnastique rythmique, c'est de la danse avec des engins. Donc, il y a la corde, les massues, le ruban, le cerceau et le ballon. On peut pratiquer en équipe, en individuel ou en duo. Et ça représente beaucoup pour moi, c'est ma passion. Ça m'a aidé à traverser des moments difficiles en m'apportant un soutien moral, de l'évasion. Ça m'a permis de bouger. Et lorsque j'ai eu la chance d'évoluer en équipe et que ça se passe bien, j'ai pu partager avec mes coéquipières, ce qui a constitué un lien social précieux. Donc après 22 ans de pratique, tu te poses maintenant la question d'arrêter, non pas parce que tu n'en as plus envie, mais au contraire, parce que les choses sont un peu compliquées, puisque tu n'arrives pas à trouver d'équipe ou de duo pour pratiquer ton sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ces situations vécues et puis quelles solutions tu pourrais peut-être proposer? Alors, j'ai eu un parcours difficile, émaillé d'échecs, ce qui a beaucoup affecté ma confiance en moi. Donc, j'ai pas mal été mise de côté par les entraîneurs, comme par exemple quand je me suis fait retirer des équipes suite à un harcèlement vécu. Donc, j'ai parfois été maltraitée par des équipes ou des coachs à cause de mes difficultés, comme par exemple la fois où l'entraîneur m'a hurlé dessus parce que je n'arrivais pas à rattraper le cerceau correctement. Donc, il faut savoir que j'ai jamais dit que j'étais dyspraxique parce que le diagnostic est arrivé à un moment où j'étais encadrée avec une coach bienveillante. Pourtant, mes difficultés se voient, surtout en ensemble. Donc,
aucun entraîneur ne s'est jamais posé tout au long de mon parcours de questions sur ma pratique ou sur le fait que je présente certaines difficultés qui, à mes yeux, devraient les interpeller, surtout au vu du nombre d'années de pratique et du travail que je fais. Donc notamment le fait que je suis lente, que j'ai une lenteur de compréhension, d'exécution, des difficultés dans les coordinations motrices, à mémoriser de nouvelles choses, à parfois comprendre des choses très simples, à me repérer dans l'espace, surtout lorsqu'on est en équipe ou qu'il faut savoir se placer avec, avec précision. Donc j'ai parfois eu l'impression que en fait on savait pas quoi faire de moi. Une fois j'ai même été dans un groupe loisirs enfants alors que j'étais une adulte. Donc et maintenant le problème que j'ai c'est que soit on me trouve trop vieille, soit on me trouve pas assez forte et du coup je n'arrive pas à trouver de club. Donc tout ça m'amène à me dire que l'AGR n'est pas ouvert à la différence et cultive un peu son inaccessibilité. Eh ben, tu as vraiment fait preuve d'une force intérieure et d'une résilience incroyable dans ce parcours. Sinon, donc, si on part de ton constat, est-ce que tu as réfléchi déjà à la façon de faire évoluer cette situation et quel serait ton défi à venir? Et si j'ai bien compris, tu souhaites aussi formuler un appel. Est-ce que tu peux nous préciser les choses? Merci. Alors, j'ai découvert une association qui s'appelle Nat Handi Artistique et donc qui œuvre pour l'inclusion des personnes handicapées au sein de la natation artistique, y compris en compétition. Donc, ça crée, donc ils forment des entraîneurs, ils mettent des catégories adaptées, euh, des adaptations, plein de choses. Ils mettent vraiment plein de choses en place. Ils sont très, très actifs. Et donc, moi, j'aimerais créer une association dédiée à la gymnastique rythmique afin que d'autres enfants ne vivent pas le parcours que j'ai eu. Donc du coup, je fais un appel parce que je ne peux pas faire toute seule. Donc pour tous ceux qui seraient motivés, que ce soit des ex-pratiquants, des personnes qui aiment ça ou des parents. Voilà. Merci Sonia pour ce témoignage et donc peut-être de développer une cellule handisport de gymnastique rythmique alors. Oui, un peu. Ok, merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois que tout est dit, hein. Je ne vais pas rajouter parce que son témoignage était vraiment assez poignant même, hein, je trouve. Merci en tous les cas à tous, à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. Je crois que, je ne sais pas si je donne la parole à Laetitia ou à Nathalie. Voilà. Moi, je ne vais rien rajouter. Voilà. De toute façon, moi, je pense qu'il faut d'abord tous les applaudir pour les défis à la fois des personnes et des familles, puisque que ça soit Christelle qui a fait sa BD, il faut savoir que les parents qui parlent pour leurs enfants sont bien les enfants sont bien, ou les jeunes adultes sont bien dans la salle, et je pense qu'il faut beaucoup de force, et donc félicitations messieurs d'être là physiquement, parce que ça c'est très dur de témoigner de soi, quoi. Voilà. Voilà, après, je pense que vous restez toute la journée. Si vous voulez échanger, bien évidemment, avec ces personnes, et avec Sonia pour les matrices, enfin, vous restez toute la journée, c'est bon. Vous êtes tout bon. Donc, voilà. OK. Bon, mais merci encore et bravo.